Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un château pour votre jeu 2D type RPG en pixel art avec Aseprite. Je vous présenterai des petites techniques pour parvenir au même résultat que ce que vous voyez à l'écran. Rendez-vous après l'intro. Présentation du projet. Bien, je vais vous présenter la capsule que je vous propose de réaliser. Il s'agit d'un château dans une petite forêt de sapins. Dans un premier temps, je vous montrerai comment reproduire un décor complet en vous inspirant d'une photo de référence. Ce projet est complet, plus lent que d'ordinaire car beaucoup de points seront vus en détail. Cette technique permet d'obtenir des résultats surprenants et tellement originaux pour vos projets de jeu. Voyez par vous-même, j'ai implémenté ce rendu dans mon projet 2D pour vous le présenter dans cette vidéo avec un léger effet de bloom pour parfaire le rendu. Je trouve que l'incrustation est juste magnifique. Notez que le personnage ne fera pas partie de la vidéo. Il est ici pour illustrer le rendu final une fois la carte réalisée. Bien, nous allons passer maintenant au tutoriel. Et à propos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à me laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît. Bonne vidéo! Création des sols. Commençons tranquillement et réalisant en premier lieu les sols de la carte de jeu. Comme vous le voyez ici, j'ai l'image que j'ai trouvée sur internet et dont je m'inspire pour la vidéo. Je prends donc l'outil pipette et je pioche un ton vert pour l'herbe. Je remplis 3 cases, puis je place des motifs aléatoirement pour simuler certaines zones d'ombre sur chacune d'entre elles. Sur la 3e case, je vais faire de petites bosses avec un contour lumineux pour le reflet. J'essaie également d'inverser les couleurs pour faire en sorte que les bosses soient plus en relief. J'ajoute une 4e case sur laquelle je viens peindre des herbes en désordre de couleurs foncées. Puis, j'ajoute des petites zones de reflets de ci, de là. Je réitère la technique pour le chemin en terre cette fois-ci. Je commence donc par faire 3 fois la même case de couleurs, puis je dessine sur chacune d'entre elles les formes qui simuleront une petite fissure, des trous et autres gravillons. Je fais de la mise en forme, je n'hésite surtout pas à revenir en arrière pour vraiment faire correspondre ce que j'ai sur le modèle de référence. Lorsque cela me convient, j'ajoute des zones de reflets légères sur les contours, puis je termine avec une 4e case contenant des petits artefacts de couleur foncée. Nous allons passer à la création de l'eau. Ici, rien de compliqué. Je prends la couleur de l'eau, puis je remplis 4 cases directement. Sur chacune d'entre elles, je place des formes pour les petits reflets de vaguelettes, puis des formes circulaires. Voilà qui termine cette partie sur la création des sols. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enrichir le tileset en mettant la vidéo en pause et en réalisant d'autres cases pour l'herbe, etc. Rochers et pierres. Dans cette section, vous allez apprendre à construire des rochers en partant de rien du tout. Juste de la simple mise en volume. Je dessine une forme de roche qui me plaît, puis je la divise en deux en gardant à l'esprit qu'ici la lumière arrive par la droite. Donc, la zone exposée sera plus claire que celle dans l'ombre de gauche. Je crée quelques fissures dans la roche et en me basant sur la photo de ref, mettre tout en volume. La technique consiste à atténuer les couleurs adjacentes des deux côtés de la fissure. Encore des détails, puis du jaune léger pour renforcer encore le rendu, un dernier effet de lumière pâle devant, et cela termine cette première roche. Je décide maintenant de refaire des pierres un peu plus plates cette fois-ci, mais conservant la même colorimétrie. J'élabore donc pour le rocher l'alternance des couleurs jusqu'à obtenir l'effet désiré. Une fois la pierre en volume, j'ajoute un léger contour plus foncé, histoire de démarquer encore avec le fond. Allez, je continue avec de la caillasse, quelques points de réflexion suivis d'un peu d'ombrage par le dessous devraient largement faire l'affaire. Encore une fois, n'hésitez pas à supprimer ou au contraire à ajouter pour enrichir vos créations. Gros rocher. Pour cette 3e étape, je décide de faire un gros rocher qui servira à bloquer certaines entrées de grotte pour le joueur. Je fais sa silhouette assez grossièrement, m'inspirant malgré tout de la référence pour ne pas trop m'égarer non plus. En effet, je tiens à rester fidèle à l'illustration. Je dessine les premières fissures, puis j'ajoute la lumière avec un peu d'ombrage. Déjà le modèle prend forme et le résultat est très bon je trouve à ce stade.
Mais je vais encore plus loin et j'ajoute des petits points de reflet qui viendront encore donner du réalisme au gros rocher. Je vais encore détailler le rocher en atténuant par exemple ses bords trop abrupts ou au contraire en marquant une zone bien plane comme c'est le cas sur la face illuminée. Il est très important de savoir ce que l'on cherche à obtenir lorsque l'on commence à faire du pixel art. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas possible de rendre autant de détails qu'avec une illustration. Histoire de bien terminer cette création, je vais réaliser le contour de toutes les pierres et rochers pour bien les démarquer de leur environnement. Sapin de forêt. Ici, nous allons créer les arbres de la forêt. Nous n'avons pas l'embarras du choix puisque j'ai opté pour la solution faire des sapins partout. Du coup, je crée la silhouette de l'arbre, j'essaie encore une fois de respecter la référence. Pour plus de simplicité, je réalise une moitié et je duplique en miroir. Le tronc est assez simple, il est à peine apparent, donc je le suggère. Ensuite, je place les lignes qui séparent le branchage, puis j'affine le sapin qui me paraît un peu trop large. Une fois que la forme me convient, je détaille les contours puis je replace les lignes. Enfin, je colorise la zone d'ombre à gauche et j'ombre chaque ligne pour marquer l'épaisseur. Je refais la même chose pour le tronc en posant l'ombre puis les contours. Un peu de détail pour les veines et je mets tout cela en volume grâce à l'ombre et la lumière. J'ajoute les reflets sur la partie droite du sapin. Je fais le choix de ne pas surcharger de détails car je recherche ici un style graphique simple, efficace mais épuré. Je rajoute un dégradé avec une ligne plus foncée, puis encore un peu d'ombrage pour bien faire ressortir la partie dans l'ombre. Je fignole les parties lumineuses et je duplique l'arbre pour en faire un plus petit à côté. J'efface la partie supérieure et je redessine une forme pointue pour le nouvel arbre. Le reste est très simple, avec les couleurs qui composent le sapin, je viens remettre le tout en volume assez rapidement. Je resserre le tronc sur sa largeur et nous allons pouvoir passer à la création de la paroi de la montagne rocheuse. Roche de montagne. Comme vous le voyez sur le schéma que j'ai réalisé, je vais découper la création de la paroi en 4 parties. Une représentera la partie haute de la montagne, ensuite celle du milieu et enfin la partie basse en contact avec le sol. La partie 4 est en fait une variante de la partie 1. En prenant la couleur grâce à l'outil pipette, je viens remplir 3 cases de haut. Je commence par placer les zones où l'herbe se trouve, à savoir mi-hauteur de la case la plus haute et mi-hauteur de celle du bas. Je mets un peu d'ombrage et je recherche une forme intéressante. Testez plusieurs choses et conservez vraiment ce qui ressort le mieux. Un peu de mise en volume des retouches et quelques brins d'herbe suffiront largement à rendre plus crédible la partie basse. Faites pareil pour la partie du haut, en faisant descendre cette fois-ci les touffes d'herbe. Ombrez-les, mettez-les en volume, afin de détacher l'herbe de la route. La partie centrale se compose d'un tiles de 16 x 16 pixels, avec une répétition lorsque nous dupliquerons la falaise. Sur un nouveau calque, activez Tiled in Bot Axe dans le menu View, Tiled Mode. Sur Azeprite, bien entendu. Il ne reste qu'à dessiner les veines de la paroi rocheuse et à faire correspondre ces dernières entre elles. Nous allons faire de l'ombrage en faisant une épaisseur plus foncée. Ensuite, j'ajoute de la lumière sur chaque partie exposée au soleil en respectant bien les aplats de couleurs. J'affine encore et lorsque je suis satisfait du rendu, que la répétition s'effectue bien et qu'il n'y a pas d'aberration au niveau des lignes, je copie sur la carte le motif prêt à être utilisé. Il faudra néanmoins recopier la partie composée des 3 cases et refaire la même démarche qu'avant. Cette fois-ci, nous choisirons un Tiled in X-Axis pour que la répétition ne soit qu'horizontale et pour bien faire correspondre le futur rendu. La suite est simple, nous fermons les différentes lignes et nous ombrons ce qui doit l'être. En gardant à l'esprit que l'herbe se trouve au-dessus, pensez donc à faire une transition vers les ombres plus naturelles. Creuser les parties dans l'ombre avec une couleur plus foncée aura pour effet de marquer encore un peu plus la profondeur. Une fois terminé, il ne reste qu'à copier sur la carte où se trouve l'ensemble du tileset. Voyez, lorsqu'on duplique, comment la répétition s'effectue bien. Nous utiliserons cette paroi pour composer une partie de montagne par exemple. Néanmoins, à ce stade,
Il manque encore des parties pour permettre de mieux mapper la montagne, lui donner des angles, des hauteurs différentes. Nous ne le verrons pas dans cette vidéo, mais je vous invite malgré tout à essayer de le faire par vous-même. Cela peut être un bon exercice de renforcement de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Je vais, pour en finir avec la paroi, réaliser une variante de la partie supérieure en ne faisant par exemple que des roches. Je copie et j'agence en remplaçant l'herbe par de la pierre brute. Un peu d'ombre et de lumière et nous avons deux aplats rocheux bien saillants. Dans la prochaine partie, nous allons voir la création du château. Création du château. Ici, je commence la conception en réalisant un rectangle couleur du château, de 3 cases de haut sur 4 de large. Je crée ensuite la partie du toit sur 2 cases de haut et je colorise en bleu. Je prépare ensuite la tour par laquelle le personnage pourra entrer en lui donnant une largeur de 2 cases sur une hauteur de 5. Ici encore, je ne vais pas réaliser la fenêtre du toit ainsi que la porte avec le auvent, car l'axe de perspective utilisé ne me permet pas autant de souplesse qu'en 3D. Ceci dit, je place la forme générale sur le calque de manière à pouvoir placer les futures parties qui s'ajouteront. Je vais créer une petite palette de couleurs pour réaliser le bâtiment. J'utiliserai ici ma propre palette qui constitue sur mon projet personnel. Je dessine les briques du sol en les espaçant de manière aléatoire, puis je les mets en forme en prenant, comme je l'ai dit, les couleurs qui composent une carte que j'ai réalisée pour mon projet de jeu. Je rehausse les briques d'une ligne, puis j'affine encore les pierres pour les mettre en volume. Lorsque j'ai terminé, je crée la partie montante des briques sur le côté de la maison. Pour ce faire, rien de compliqué. Il suffit simplement d'alterner les petites lignes de pixels comme je le fais. Je fais une ligne horizontale qui sera une poutre transversale et j'ombre les petits creux entre les pierres. La réalisation des fenêtres n'est pas plus difficile. Il suffit de faire une forme en pointe pour le haut et de remplir en vert lumineux. Je copie la forme pour avoir un espacement correct et je vais dessiner l'encadrement en bois en prenant les couleurs de la mini palette que j'ai réalisée. Un premier contour pour fermer le bois et je dessine ensuite les lignes séparant la vitre. Afin d'avoir un résultat, je copie toujours en miroir, cela me donne une idée du rendu visuel. Lorsque je suis assez satisfait, et bien que ce ne soit pas terminé, je vais créer la structure de bois qui passe en dessous et qui relie les fenêtres entre elles. Un contour pour bien marquer et je mets toutes les poutres en volume grâce à une petite ligne de reflet bien placée. J'en profite également pour disposer un peu de réflexion sur les bords de chaque fenêtre. Puis, j'ajoute une petite structure de bois légèrement courbée à côté de la fenêtre de droite. Je fais se rejoindre les bords et je place un peu d'ombrage. Enfin, je termine le contour pour les fenêtres et pour fermer la forme. Il est temps d'ombrer un peu la façade, et notamment la partie de gauche où les pierres viennent fermer le château. Je mets tout cela en volume en alternant les couleurs et pour donner l'impression d'un volume décalé sur les pierres. Pour la partie qui va venir, nous allons réaliser la tour collée au château. Réalisation de la tour. Je commence la création de la tour en faisant une sélection ellipse, que je remplis de la couleur de la façade, et je place le contour général. Je duplique la partie arrondie et l'inverse pour obtenir la hauteur de la tour. J'aime travailler en ayant les proportions 3D en tête. Cela aide grandement lorsque vous réalisez de l'architecture. J'obtiens ici un cylindre, dit primitive, sur qui je vais pouvoir placer mes éléments et réaliser la tour avec simplicité. Je place une autre ligne où la partie des créneaux se trouve, puis je réalise la petite tour qui se trouve à côté en répétant la technique. L'idée de schématiser via des primitives est une très bonne pratique. Elle permet entre autres d'avoir une idée générale du placement des formes et du volume. Vous pouvez vous rendre compte, lorsque je simplifie la photo de référence, que la tour est bien composée de 2 cylindres principaux. Je vais réaliser maintenant la partie où les créneaux se trouvent via une ellipse plus grande. Je la place sur un nouveau calque pour ne pas altérer les bases. Je fais sans contour, je duplique et ferme la forme pour avoir un disque assez épais. Je conserve le milieu pour avoir un repère pour les créneaux, mais j'efface la partie haute et je termine la tour descendante.
je fais l'épaisseur des créneaux, du moins je suggère simplement, car je ne vais pas les créer dans l'immédiat. Ensuite, je viens faire la partie du toit en ajustant la forme en pointe et en corrigeant au besoin le calque Tiles. Je remonte la petite tour, puis sur un nouveau calque Roof, je vais dessiner son toit également légèrement plus foncé pour mieux me repérer. Je lui donne une forme comme pour la tour et j'essaie de respecter la perspective aussi. Nous allons ensuite faire les vitres de la partie au sommet de la tour. En respectant la forme de la photo de référence, je fais les zones sombres et les séparations de chacune des vitres. N'oubliez pas non plus les zones pointues. Replacez le château sur le tile pour libérer de l'espace en haut, puis repositionnez le toit et les fenêtres sur les parties correspondantes. Je rajoute un petit toit tout en haut, redimensionne la partie de la fenêtre trop haute, puis je crée la girouette de métal. Ensuite, je crée la ligne de pic métallique sur la partie du toit horizontale en la plaçant de manière courbée. J'attaque les espacements de tuiles en respectant la courbure de la toiture, puis je copie-colle la ligne obtenue pour les espaces du bas. Je mets la partie supérieure de la fenêtre dans l'ombre et je termine le toit. J'ajoute un petit morceau de poutre en bois dans la partie supérieure du toit, puis je complète le côté du château avec des pierres dans l'ombre. Je vous avais précisé que je ne pouvais pas réaliser la partie de gauche à cause de la perspective. Mais nous pouvons ajuster et faire les finitions de cette manière. Une fois terminé, je vais créer la partie toiture sur la fenêtre, puis j'ajoute des lignes pour suggérer les briques qui composent la façade. Encore de l'ombrage autour des éléments sur la façade du château. Je vais ensuite ajouter les lignes de reflet sur chaque ligne horizontale, puis j'ajuste et replace les lignes qui ne correspondent pas entre elles. Je fais les séparations verticales des tuiles en alternant le placement une ligne sur deux. Une fois cette étape terminée, il va falloir mettre tout cela en volume de manière assez simple. J'ajoute des petites lignes verticales claires, puis de l'ombrage également. Enfin, je dispose des formes carrées pour faire des variations dans la texture. Il faut être assez précis ici et bien placer de manière uniforme les diversifications sur la toiture. Augmenter la profondeur en ajoutant des contrastes foncés entre les lignes, puis de l'ombrage sous la toiture également. Je renforce ensuite les briques que j'ai suggérées avant, toujours pour ajouter du détail. Enfin, je finalise la toiture en ajoutant des contrastes d'ombre au niveau des fenêtres aussi. Encore du renforcement d'ombrage, en creusant des encadrements de fenêtres et nous pouvons passer à l'étape suivante. Porte et détail. Dans cette étape, nous allons réaliser la porte sur la tour. Je sépare dans un premier temps le bas en 3 morceaux pour faire les briques, puis je dessine la forme de la porte ainsi que son encadrement. Je remplis en orange comme sur la référence et je mets des lignes verticales qui vont représenter les planches. Puis, je texture les briques autour également. Je commence le travail de mise en volume en plaçant des lignes plus claires, puis j'emboie la partie creuse pour bien marquer les ombres. Une fois terminé, je vais en profiter pour mettre en volume les briques de la porte. Je poursuis avec les grosses pierres se trouvant à la base de la tour, je pose de l'ombrage sur le dessus, puis une ligne pour les bords. Ensuite, je viens diversifier l'ensemble avec de l'ombre et des imperfections pour ajouter de la crédibilité aux pierres. Je duplique les lignes arrondies, puis je les place à intervalles réguliers. J'efface les zones inutiles et je vais me servir des lignes pour placer les briques. Résultat, un peu d'ombrage et quelques lignes plus tard, et déjà le rendu est visuellement plus joli. À ce stade, vous pouvez renforcer encore le rendu. Pour ma part, je me contenterai de vous montrer les fondamentaux et vous laisser améliorer le rendu à votre convenance. Je vais ajouter un renfort à la porte d'entrée, puis une poignée et quelques tenants. J'ajuste la ligne horizontale qui pour le coup était trop épaisse. Encore de l'ombrage sur la tour va permettre d'incruster les imperfections. Pour finir, je viens détailler encore la partie au niveau des fenêtres pour obtenir un meilleur rendu. Je vais maintenant créer de petites poutrelles de bois qui soutiendront les créneaux de la tour. Je mets ces derniers en volume en ajoutant un petit contour noir pour les finaliser. Puis, je prépare les créneaux. Ici, il va falloir réfléchir au placement de chacun d'entre eux. Ce n'est pas si évident qu'il y paraît, car il va falloir retoucher les pixels pour la plupart d'entre eux.
Je n'hésite pas à supprimer ce qui est superflu. J'agence, je regarde la cohérence de l'ensemble, puis je place et déplace certaines lignes également. Pour vous aider dans cette étape, je vous invite à remplir les zones foncées. Cela aura pour effet de vous apporter de la profondeur. Également, je vais devoir déplacer le créneau de droite pour qu'il entre en contact avec la petite tour suspendue. J'ombre par la même occasion pour bien voir l'incrustation. Je rétrécis la partie gauche et j'ombre l'intérieur de la tour également. L'ajout d'une petite meurtrière pour renforcer le travail avec une légère mise en volume. Ensuite, je finalise la partie avec les créneaux, puis je vais passer à la toiture. Toiture de la tour. Ici, nous allons dans un premier temps réaliser les lignes séparatrices pour les tuiles. Pensez à ombrer aussi le dessous de la fenêtre. Mettez le tout en volume assez grossièrement, puis faites les séparations verticales claires de chaque tuile en les décalant à chaque étage. Il ne reste plus qu'à texturer l'ensemble pour parfaire le résultat. Ici, j'utilise un mélange entre les ombres et la lumière avec du renforcement via des couleurs un peu plus sombres. L'important est de respecter la cohérence entre les différents placements de tuiles. Quelques petits points éparses viendront aider à la crédibilité de la texture. Encore un peu de travail sur la lumière en ajoutant quelques zones plus claires par endroit, puis au contraire en ajoutant de l'ombre dans certains endroits pour creuser un peu plus la matière. Nous allons finaliser la fenêtre en ajoutant les reflets et les quelques points lumineux jaunâtres. Nous pouvons aussi passer à la toiture supérieure en répétant la méthode que je vous ai présentée pour le toit. J'en profite aussi pour préparer le toit de la petite tour suspendue. J'allais oublier d'ajouter les petits reflets sur les vitres d'en bas. Détails finaux. Je vais fignoler les petits détails qui manquent pour enrichir encore le rendu du château. Je place les briques sur l'intérieur de la tour, puis je détaille ensuite la petite tour suspendue en plaçant 2 lignes directrices pour les 2 rebords supérieurs et inférieurs. Je mets de l'ombrage pour arrondir la forme, puis je creuse encore le relief et à ce stade, il est temps de réaliser la petite fenêtre, ainsi que son encadrement de bois. C'est assez simple à mettre en place. Il suffit de se placer entre les 2 lignes que nous avons faites, puis j'ajoute quelques petits détails supplémentaires pour terminer la création de cette petite tour. Je vais ensuite texturer le toit de chacune des tours. La méthode est simple, de la lumière sur les bords de tuiles, puis de l'ombrage pour les creux entre ces dernières. L'ajout de petits détails comme les petites formes carrées n'est pas obligatoire, mais permet tellement de gagner en crédibilité qu'il serait dommage de passer outre. Il est temps maintenant de réaliser la girouette en forme de pic. Pour la partie du haut, il suffit de copier-coller, puis de lui donner une forme en losange. Je joue avec l'ombrage et un peu de luminosité, et le tour est joué. Nous allons copier pour remplacer celle de la petite tour. Ensuite, j'ai eu l'envie d'ajouter un peu de charpente sous la toiture de la tour. C'est simple avec une couleur brun, je place une ligne en dessous et je réalise son contour. J'enrichis encore un peu les tenants de porte, puis, en copiant le pic, je vais réaliser la barrière sur la toiture. Je rétrécis et je place les différents pics sur chaque barre de fer, et je finalise en ajoutant une autre barre de fer horizontale cette fois-ci. Autotiles dos. Pour finir, nous allons réaliser un autotiles dos. Comme vous le voyez, ce dernier tient dans 9 cases. Il permettra de réaliser des zones d'eau à incruster dans vos décors de jeu. Je ne m'étends pas trop sur ce sujet, car j'ai déjà réalisé des vidéos tutoriels sur la chaîne où justement j'explique le fonctionnement d'un autotiles. Ici, je vais simplement mettre de la forme sur celui-ci en ajoutant un contour d'herbe lumineux pour le bord de l'eau, et un bord intérieur plus clair pour l'eau. Je mets également des petits points lumineux dans l'eau pour la réflexion. Puis, je termine en plaçant de petits brins d'herbe autour afin de renforcer le détail. J'ai oublié de le préciser, mais vous verrez que j'ai creusé les zones sombres entre les tuiles pour mieux les intégrer également. En m'inspirant de mon projet, je vais réaliser des escaliers pour accéder à la tour. C'est assez simple, il suffit d'alterner les couleurs et de fermer par un contour foncé. J'ajoute également un calque sur qui je dessine la zone d'ombre, toujours pour gagner en crédibilité. Rapide à mettre en place et convenable à regarder. Nous avons terminé le château. Rendu final. Il ne vous reste qu'à intégrer votre décor dans le moteur de jeu Unity par exemple, puis de commencer à mapper votre carte. Moi,
Pour vous montrer le rendu, j'ai directement utilisé mon projet sur lequel je travaille actuellement. Notez comme les éléments que nous avons réalisés tout au long de la vidéo s'intègrent parfaitement bien. Et encore, le jeu manque de profondeur, nous pourrions tellement l'enrichir, mais ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Je voulais vous démontrer à quel point il est aisé de réussir de jolies cartes avec un peu de pratique. En tout cas, je tiens à remercier les 300 abonnés de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et cela me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Voilà, sur ces images, nous allons terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous prochainement et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt, ciao.